Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Decvive, cofondateur et co-dirigeant de Moka.care. Moka.care est une application de bien-être au travail qui aide les entreprises à prévenir le burn-out grâce à des outils adaptée à chaque employé. Mais dans quelle mesure l'ADN de cette solution transparaît-elle dans la façon de manager de Guillaume? Il nous répond. Bonjour Guillaume. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent. Guillaume, pour commencer, à 28 ans, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat sans avoir une expérience préalable en tant que manager. Vous avez néanmoins eu l'occasion de travailler sous la direction de plus de 15 managers différents chez BCG. Exactement. Vous dites que c'est une chance. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que c'était une chance. J'aimerais savoir pourquoi. En effet, moi, je me suis retrouvé à 28 ans à créer mon entreprise, assez vite à recruter des gens et donc à devoir les manager. Et j'avais jamais managé qui que ce soit, ni même une personne en stage. C'est plutôt vertigineux. C'était, disons que c'était très nouveau. C'était franchement très nouveau. Mais ce que je m'étais rendu compte, c'est que dans mes années au BCG, j'avais eu donc plus de 15 managers, j'avais eu 15 personnes différentes, 15 styles un peu différents. Et parmi ces 15 styles, je me suis dit, tiens, qu'il y a des sujets que j'ai envie de prendre, des manières de se comporter que j'ai envie de prendre, ou à l'inverse, des choses que je n'ai pas du tout envie de répliquer. Et dans les choses, par exemple, moi qui m'avais un peu brusqué, c'est quand un manager me demande quelque chose sans me donner le contexte. Un contexte, ça ne s'invente pas. On a besoin de le recevoir. Donc on ne peut pas faire sans. Et donc moi, c'est quelque chose que je vais toujours essayer de faire dès le départ. C'est peut-être la première chose que j'essaie de faire en tant que manager. C'est comment est-ce que je donne tout le contexte à la personne pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions le plus possible en autonomie. Mais c'est-à-dire, comment ça peut se traduire Ça veut dire que par exemple, si je vais donner un objectif de vente, par exemple, à mon directeur commercial, je ne vais pas uniquement lui donner un objectif, voilà, il faut faire x2, x3 ou chercher tant de clients. Je vais lui dire, voilà l'objectif, mais voilà également les contraintes économiques avec lesquelles on va composer. C'est-à-dire que tu peux, voilà la situation économique de l'entreprise, tu peux avoir le droit à tant de sales, tu peux avoir à tant de budget marketing, tu as le droit de vendre telle chose. C'est le plus possible, en fait, la personne n'a plus besoin de venir me poser des questions pour me dire ça, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Est-ce que j'ai le droit de vendre ça? Non, en fait, je n'ai jamais eu tout le contexte. Voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on n'est pas capable de faire. Et derrière, la personne, du coup, agit en autonomie et arrive, en fait, à avancer le plus possible et va me solliciter quand on en a vraiment besoin. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire un maximum de transparence? De transparence, mais c'est même au-delà d'une fonction. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que le directeur commercial ou le directeur marketing connaissent exactement tout ce qu'on est capable de faire opérationnellement, financièrement, quelles sont les forces et faiblesses de l'entreprise. Comme ça, derrière, en fait, moi, ce que je vais en faire, c'est un mini CEO. J'ai que des mini-dirigeants derrière que je vais avoir. Simplement, c'est le CEO appliqué au commercial, le CEO appliqué au marketing ou à la finance. Par exemple, côté finance, le contexte que je vais donner, c'est on a un objectif de croissance qui est important. Comment est-ce que je vais chercher cet objectif de croissance important, sachant qu'il faut aussi respecter des contraintes en termes de rentabilité. Et donc là, le directeur financier va devoir construire son budget en disant il faut que je cherche de la croissance et en même temps, je ne peux pas non plus cramer X millions en budget marketing. Donc, il essaie de trouver le bon équilibre. Et par conséquent, ce n'est pas moi qui vais trouver le bon équilibre dans chaque fonction. Moi, je leur donne un peu voilà, les différents composants et après, ils vont peser, ils vont me proposer des solutions. Pour moi, c'est beaucoup plus confortable parce que je ne me retrouve pas dans la situation où c'est moi qui dois dire il faut faire comme ci, comme ça, parce qu'en fait, c'est plus compliqué, je suis moins sur le terrain. Mais vous, dans quelle mesure, en tant qu'ancien manager, ce manque de contexte a pu être éprouvant ou vous mettre en difficulté? Ça peut être, par exemple, quand on va faire une présentation devant un client, mais qu'on n'a pas le contexte que je sais pas, le client sort d'une réorganisation, d'un PSE, etc. Ça, si on ne nous l'a pas dit, on peut pas l'inventer. Et donc, vous allez proposer des choses, je sais pas, en termes de changement de ressources humaines qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne prennent pas en compte le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties de l'entreprise. Donc, on s'adapte beaucoup moins, en fait. Et donc, par conséquent, on est forcément moins pertinent
Oui, qui vous décrédibilise presque. Exactement, on peut être à côté de la plaque. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Réussir à le plus possible, mais ce n'est pas facile parce qu'on a souvent la tendance, moi c'est quelque chose que j'ai appris en manageant, à croire qu'on a déjà assez communiqué. Moi, c'est quelque chose que je fais avec mon associé, on se donne, Pierre-Étienne Bidon, on se donne beaucoup de conseils l'un l'autre. Et lui, une de ses grandes qualités, c'est qu'il a cette qualité de répéter les choses. Donc, par exemple… Oui, parce que vous, tout est crystal clear dans votre tête. Voilà, ça ne l'est pas pour vos collaborateurs. En fait, quand une décision vient de soi, elle est crystal clear. Vous pensez que ça, c'est le défaut ultime du manager? Je pense que c'est un des enjeux ultimes, c'est de communiquer, plus et de se dire… Non, mais de penser que voilà, c'est clair pour lui, donc c'est clair pour tout le monde, quoi. Oui, je pense. Ou que du moins, ou même qu'il a pas forcément à s'en justifier, quoi. Lui oui, sait, je pense, lui oui. sait, quoi. Ouais. Bah, pour vous donner, par exemple, un exemple précis, nous, on avait, quand on a lancé Mocha.care, on n'avait pas de ligne d'écoute psychologique. Puis après, et on a lancé Mocha.care parce qu'on était beaucoup plus utilisé que les lignes d'écoute psychologique. Le marché a fait qu'on a certains groupes qui nous ont demandé d'avoir ces lignes, qui étaient donc beaucoup moins utilisées. Et on s'est dit, très bien, on va en lancer une. En interne, il y a eu des questionnements sur pourquoi est-ce qu'on lance une ligne alors qu'on était un peu l'inverse de la ligne d'écoute psychologique. Donc moi, j'ai expliqué une fois, et je pensais que ça allait être compris par tout le monde. Mais en fait, comme il y a toujours différents angles, les gens regardent le problème de… Et justement, pourquoi vous dites que vous êtes l'inverse d'une ligne d'écoute psychologique pour que ceux qui nous regardent comprennent bien? Parce qu'une ligne d'écoute psychologique, c'est utilisé environ 0,5% par 0,5% des collaborateurs. Nous, on a une solution qui est utilisée plutôt aux alentours de 50%, qui est une approche beaucoup plus personnalisée. On peut voir un praticien en présentiel, comme là je vous vois, on peut être tout à fait en face d'un psychologue. Ligne d'écoute, c'est je ne sais pas qui je parle, je ne peux pas la choisir. Versus, voilà, avec nous, vous pouvez choisir un coach, un psychologue, un thérapeute. Est-ce que c'est en français, est-ce que c'est en anglais? Enfin, voilà, je peux tout choisir. Et donc, ça a posé beaucoup de questionnements. Moi, à cette époque-là, j'avais communiqué. D'abord, j'avais commencé par ne pas communiquer. C'est-à-dire, je n'avais pas fait de communication officielle sur pourquoi est-ce qu'on le fait. Ça s'est fait. Je ne me suis pas posé la question. Je me dis, bah oui, il y a un besoin business, il y a un enjeu, et nous, ça nous permettra de rentrer dans des nouveaux comptes et ensuite de pousser notre solution, de faire dans un temps 2. Mais en fait, ça n'a pas été compris. Et donc après, je me suis dit, tiens, il faut que j'arrive à communiquer devant tout le monde, toute entreprise, et je vais décomposer tout le raisonnement, je vais expliquer pourquoi c'est cohérent avec notre positionnement, en quoi c'est cohérent avec notre offre et notre cœur de valeur. Et ça, je l'ai fait une fois, du coup, ça a fonctionné, mais après, il faut le refaire. Parce qu'il y a les personnes qui étaient en vacances, parce qu'il y a les personnes qui ont oublié, parce qu'il y a les personnes qui étaient malades le jour J, parce qu'en fait, il y a d'autres questionnements qui sont arrivés 2 semaines plus tard. Il faut répéter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est on n'a jamais trop communiqué. Jamais. Donc j'essaie de le faire de plus en plus. Et pour en revenir à la jeunesse de l'aventure Mocha.care, comment est née l'entreprise? De quel constat? Alors, ça part un petit peu de l'histoire de Pierre-Étienne et de la mienne. Moi, quand j'étais consultant, on m'avait dit, enfin, j'étais arrivé au tout début, post-école, et on m'avait dit, la personne là-bas, elle a fait un burn-out. J'ai posé la question, en fait, c'est quoi un burn-out? Je ne sais pas ce que c'est. Et on m'avait expliqué ce que c'était, et je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas le concept. C'était en quelle année? Ça, c'était en… Parce qu'aujourd'hui, ça semble délirant, mais… C'était en 2015. Ouais, 2015. Je sortais d'école. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Alors, on m'avait juste dit, voilà, il a fait un burn-out. Et après, on m'a dit, bah voilà, du coup, il ne peut plus vraiment retravailler ou il est complètement cramé. Et je ne comprenais pas ce que je me disais, mais quand on fait un marathon, on court pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais après, au bout de 2 semaines, c'est bon, on a récupéré. C'est un effort important. Le burn-out, c'est d'être un peu la même chose. Au bout de 2 semaines, je récupère. Et si c'est possible, c'est 3 semaines, c'est 4 semaines. Et puis après, les années ont passé, un peu d'eau a coulé sous les ponts. Et moi-même, je me suis retrouvé dans ces situations où je me suis rendu compte que j'étais sur le point de faire un burn-out, sans m'en être rendu compte. Donc là, forcément, ça a été une prise de recul, parce qu'en plus, je m'étais dit, je ne suis pas quelqu'un de spécialement stressé, dans le sens où je n'ai jamais été premier de classe, donc je suis habitué à ce qu'on me dise c'est pas bien, ça ne m'atteignait pas plus que ça. Et dans le monde du travail, avec la pression que je m'étais mise, et qu'il y avait, et ben là, je me suis retrouvé dans cette zone un peu rouge. Et je m'étais rendu compte que l'entreprise avait du mal à réagir face à ça, parce qu'on est sur un sujet qui est multifactoriel, qui est complexe, il y a beaucoup de clichés dessus, et on ne sait pas comment réagir. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc je me suis dit, on va essayer de sortir de la position où on est tous les bras croisés, proposer des solutions qui font avancer les choses dans le bon sens pour minimiser le risque. Et on en est arrivé à créer Mocha.care. Et parmi les types de managers que vous avez croisés,
Certains, donc, vous l'avez dit, vous ont particulièrement marqué pour des raisons négatives, comme les managers stressés Ouais. ou ceux donc, qui ne donnaient pas de contexte. Est-ce que vous avez des anecdotes là? Alors, première image qui me vient en tête, hein, Ouais. comme ça, ça date d'il y a un peu plus de 10 ans, donc quand même, ça a dû me marquer forcément. Je me souviens, j'arrive à un meeting où il y avait tous les partenaires de mon cabinet, enfin de mon projet, avec ma manager. Il était assez tôt, j'avais travaillé assez tard, et elle était avec les épaules extrêmement relevées, c'est-à-dire quasiment les épaules touchent les oreilles. Je suis arrivé, il n'y avait pas de bonjour, il y avait rien du tout, pas un mouvement, rien. Moi, forcément, j'ai dit bonjour, je me suis assis. Et au bout de quelques minutes, j'ai juste une question sur et ce chiffre, 44,3%, comment tu l'as calculé? Un peu avec ce ton-là. Forcément, j'ai le réflexe, moi aussi, du coup, je me retrouve tendu, je hausse Ouais. les épaules, je me sens un peu stressé, je ne me sens pas forcément en confiance, je réponds, mais voilà, c'est difficile de rester extrêmement lucide. Et après tout le meeting, j'étais extrêmement voilà, estomac noué. Et c'est un peu un sentiment qui est resté pendant toute la mission. Ouais. Bon, ça, c'est un exemple, mais voilà, il s'était un peu Qui alimenté, planait. qui planait. Et donc, je me suis dit, fondamentalement, si elle est stressée, c'est qu'elle a des raisons de stresser. C'est-à-dire qu'elle doit recevoir beaucoup de pression, donc je n'en veux pas fondamentalement. Mais il y a un enjeu en tant que manager sur comment est-ce que j'arrive à ne pas rebasculer le stress sur mes équipes. Comment est-ce que j'arrive à bien gérer mon stress? Ça commence par soi. Pour ne pas mettre une pression énorme sur l'équipe, parce que moi, finalement, cette mission-là, c'est la mission où j'étais le moins à l'aise. Donc, c'est la mission où j'ai le moins performé. Et c'est là où j'ai pris conscience du lien direct entre performance et stress. Performance et santé mentale. Si j'arrive pas à gérer mon stress, je ne vais pas être bon. Et pour moi, c'est la même chose que dans le monde du sport. C'est-à-dire que le sportif qui est stressé le jour J, en fait, il n'est pas dans son match. C'est l'expression qu'on dit souvent. Et vous, c'est une erreur que vous ne faites jamais, véhiculer le stress? Alors, ou du moins difficile, comment vous gérez? Moins difficile, en effet. Quand vous vous sentez submergé, Ouais. stressé, parce que ça doit arriver malgré tout. Ça arrive tous les jours. Comment vous faites? Ça arrive tous les jours. Déjà, j'ai essayé d'avoir des signaux que je vais repérer. Donc, par exemple, si je sens que mes épaules se montent, C'est marrant, ce qui va arriver souvent, les épaules. je vais me dire, tiens, il faut que je... C'est-à-dire qu'on se raidit, quoi. Ouais, je me raidis, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon Ok. corps est stressé. Et en fait, la recherche montre que si je suis stressé, donc psychologiquement, mon corps va se tendre. Mais si mon corps est tendu également, si je détends mon corps, je vais pouvoir détendre mon esprit. Donc, je me dis, je n'ai pas forcément la prise sur mon esprit, se dire ne stresse pas, parfois ça fait juste stresser plus. Donc je vais commencer par me dire, tiens, je vais juste commencer par baisser mes épaules, respirer. Et moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation. Alors, il y a plein de méthodes différentes, mais ça permet de ralentir le rythme Est-ce cardiaque. qu'on peut dire rapidement ce que c'est la cohérence cardiaque? Alors la cohérence cardiaque, c'est simplement le fait de maîtriser sa respiration. Il y a des exercices comme le 3-6-5, c'est-à-dire que pendant 3 fois par jour, 6 inspirations et expirations par minute, pendant 5 minutes. Et ça permet quoi? Ça permet vraiment de baisser, c'est prouvé par la science, de baisser son niveau de stress de manière extrêmement importante. Et vous verrez que par exemple même l'équipe de France de rugby, en plein match, On revient toujours. et on y revient toujours, c'est un peu mon credo, ils vont faire des séances de respiration quand ils vont être tous comme ça, pour baisser le stress et être beaucoup plus lucide. Donc, c'est-à-dire que parfois, on peut retrouver Guillaume enfermé dans son bureau en train de faire de la cohérence cardiaque. Alors, blague à part, oui, vous pouvez me retrouver. Parfois, on a une salle au bureau, vous pouvez me retrouver au -1 et je vais me faire 10 minutes de méditation. C'est aussi de la Vous respiration. en faites régulièrement? Quand je suis vraiment stressé, je me dis, tiens, là, je commence à être submergé par ma to-do. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Quand je me dis que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, là, je me dis, alors, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Je me dis, je sais que tu es pressé, je sais que tu n'as pas le temps, mais en fait, là, ça ne sert à rien que tu continues parce que tu vas tout faire mal. Je descends au -1, je prends 15 minutes, je reviens, je ne suis plus la même personne. Je suis beaucoup plus serein. Et dès qu'il y a un sujet qui arrive, je me dis, ok, très bien, je le prends, calmement, tac, on adresse. Avant, voilà, je ne sais plus où regarder, en fait. Oui, donc ça, c'est un conseil avisé pour tous les managers. Exactement. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un peu plus de 70. Et donc, globalement, quelles actions est-ce que vous mettez en place pour créer un environnement de travail serein? Alors, chez Moka.care, en interne. En interne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de former chaque personne à justement repérer ses signaux faibles. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça commence par soi. Donc, il faut moi que je le repère,
Si je ne vais pas bien, il faut que je sois capable d'en parler autour de moi. Et il y a un concept qui est extrêmement important qui s'appelle la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, pour en parler rapidement, c'est un projet qui a été développé par Google en 2012, le projet Aristote, où ils sont allés regarder qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante par rapport à d'autres. Et parmi tous les critères qu'il y avait, donc c'est-à-dire le sens au travail, l'organisation, les rôles, les responsabilités, le premier critère de performance, c'était la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'était quoi? C'est le fait de pouvoir exprimer ce que je pense. Si je pense que le projet n'avance pas dans le bon sens, je suis capable de lire mon manager. Si je pense que là, on fait fausse route, je lève la main. Et très souvent, en fait, les gens ne vont pas lever la main, vont se dire, bon, on m'a demandé ça, moi je le fais. Et j'ai fait mon taf, j'ai fait mon boulot. Sécurité psychologique, c'est dire on a une mauvaise stratégie. J'y crois pas. Il faut qu'on se pose. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça avait l'air bien, mais il y a un problème. Et donc, pour faire ça, donc nous, on a des formations, on va le faire aussi nos formations en interne, pour dire comment est-ce que je fais en sorte que les personnes de mon équipe vont me faire confiance et vont se sentir à l'aise pour le dire. Ou vont se sentir à l'aise pour dire Guillaume, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire, mais je n'y arrive pas. Je ne vois pas comment le faire. Il se sent à l'aise. Contrairement par exemple à mon manager, quand j'ai décrit tout à l'heure, en aucun cas, j'aurais été capable de lui dire je ne sais pas comment faire cette analyse ou j'ai besoin de ton aide. Parce que j'étais sous stress, parce que je sentais qu'elle me jugeait. Si elle ne me juge pas, si elle me met en confiance, je vais dire attends, là-dessus, là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me donner 5 minutes? Et après, ça me débloque pour toute la journée. Et ces formations, tout le monde en bénéficie dans l'entreprise? Alors, en priorité, les managers, mais tout le monde peut en bénéficier. Et c'est à raison de... à chaque fois, c'est par thème, c'est une fois tous les semestres Oui, alors, nous, chez nous, on fait... Ça, c'est une des formations possibles. On va avoir des formations tous les mois. Tous les mois? Tous les mois. On en fait une tous les mois, le mardi soir, c'est toujours la même heure. Animé par nos psychologues internes, donc c'est une espèce de rituel qui se met. Et donc voilà, on va avoir des formations sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. Comment est-ce que je fais pour en sorte que l'émotion ne vienne pas polluer mon quotidien. Et là-dessus, par exemple, pour rentrer un peu dans le contenu, l'idée c'est de vivre son émotion. D'avoir de la frustration, c'est normal. Et tout le monde en a, et particulièrement les managers d'ailleurs. La question, c'est pas genre j'ignore ma frustration, je la vis, je l'évacue, et ensuite je reviens à un état beaucoup plus calme, beaucoup plus rationnel. Si j'internalise ma frustration, je vais me retrouver à être stressé, à être hyper agressif sur un sujet finalement qui n'a aucun rapport avec la source de ma frustration. Donc on va faire ça, et après, l'autre chose que nous on invite à faire, mais qui est aussi liée avec notre modèle de Moka, c'est que chaque personne puisse aller parler à un praticien, donc un psychologue, un coach ou un thérapeute, pour parler du pro comme du perso. Ça, c'est tout le monde dans l'entreprise? Tout le monde dans l'entreprise peut le faire, manager, non manager. Et là, je peux parler de ce que je veux. Je peux parler de mon manager avec qui ça ne se passe pas bien. Je peux parler de mon manager. C'est-à-dire qu'il y a une psychologue dans les locaux qui est là tout le temps? Non, alors on ne fait pas ça parce que sinon, ce serait la même personne pour tout le monde. Ouais. Par contre, on peut choisir une psychologue ou un psychologue. Ça peut être en présentiel ou à distance, et on va directement dans son cabinet. D'accord. Donc ça permet que chacun choisisse un peu chaussure à son pied, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller voir un psychologue. Vous allez voir un psychologue quand vous aviez 5 ans, vous avez le cliché de s'allonger sur un divan, et en fait ça c'est une approche, il y a 400 approches en psychologie, donc il y en a d'autres qui peuvent vous correspondre. Et pour vous, en tant que dirigeant d'une entreprise dont la solution repose sur le bien-être, est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire pour être parfait en fait? Si, est-ce qu'on sincèrement. Est-ce qu'on se rend malade au quotidien? Est-ce qu'on remet tout en question tout le temps? Est-ce qu'il y a toujours un espèce de surmoi qui nous regarde et qui... Est-ce qu'on devient fou? Non. Alors on ne devient pas fou, au minima pas de manière consciente, je n'en suis pas conscient si je suis devenu fou. Mais il y a une pression supplémentaire, ça c'est vrai, parce qu'il y a une exigence supplémentaire, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être cohérent avec ce qu'on prêche. La première chose, c'est que ça vient comme une chance, c'est-à-dire que moi, je suis obligé d'appliquer ce que je prêche, et donc je suis d'autant plus sensible à mon stress. Et donc je vais assez vite me rendre compte si je suis stressé. Je connais toutes les méthodes pour le baisser. Donc ça, c'est plutôt une chance. Et après, c'est en interne, il y a aussi un sujet de réussir à montrer qu'on sait gérer son stress, ça c'est important. Mais également dans nos messages qu'on a, on dit aussi qu'il faut vivre ses émotions. Et donc ça fait partie de la vie d'avoir des moments de down. It's okay not to be okay, le fameux slogan. Donc si moi je me sens en confiance pour dire à quelqu'un oui, aujourd'hui je suis fatigué, sincèrement je suis un peu fatigué, j'ai eu une grosse semaine, ça je peux le dire. Ça, vous pouvez le dire à n'importe quel collaborateur? Je peux le dire, ouais. Je fais en sorte que ça m'arrive le moins possible. Et vous pensez que c'est plutôt vertueux?
dans notre culture, la culture qu'on a instaurée, c'est tout à fait accepté. Et on va se dire, tiens... Et qu'est-ce que vous voyez comme pendant positif, justement, à ce niveau de transparence auprès de ses collaborateurs? Je pense qu'il va y avoir instauré de l'empathie. C'est-à-dire que le manager, où tout le monde va se mettre à la place du manager. Tiens, en fait, s'il est comme moi, lui aussi les émotions. Lui aussi, parfois, il peut avoir des longues semaines. Lui aussi, si je lui en mets trop et j'arrive avec aucune solution. Il y a moins de fantasme autour du personnage patron, quoi. Exactement. Faut casser un peu le cliché du Superman, Superwoman qui a la réponse à tout. Faut être le plus performant possible, mais il n'y a pas non plus d'injonction à être voilà, parfait, comme vous dites. Est-ce que, pas pour être parfait, mais pour vous réguler, j'ai vu aussi qu'avec votre associé Pierre-Étienne, vous vous coachiez régulièrement, vous échangez beaucoup. Ça ressemble à quoi une séance de coaching entre vous deux? C'est la cohérence cardiaque tous les deux face à table dans votre bureau en tailleur? Non, c'est plus par exemple un exemple très concret quand on fait une intervention, qu'on va prendre la parole devant l'équipe ou devant un public, on va se donner des conseils l'un l'autre. Tiens, là-dessus, je t'ai trouvé bon, tu as été hyper impactant. Par contre, j'ai trouvé que ta posture, à tel moment, tu aurais pu la renforcer de telle manière. Ou tiens, tu aurais pu faire passer ce message qui aurait été important. Et donc, on a quelqu'un, en fait, ça c'est un exemple, mais qui a un regard externe sur nous, qui est bienveillant, qui sait également ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et qui va souvent nous donner des conseils. Donc c'est comme ça qu'on se fait du coaching un peu à la volée, entre deux meetings, au déjeuner, quand on va chercher quelque chose à apprendre. Et donc c'est pas vécu comme du feedback qu'on se donne de manière très formelle. C'est plus de dire, on se dit les choses, tiens, j'ai remarqué ça. Et souvent aussi, ce qu'on va essayer de se faire le plus possible, c'est de se dire bravo. Parce que pour moi, c'est en tant qu'entrepreneur et manager, on a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles en fait à gérer tous les jours. Et si on s'arrête toujours au négatif, il y a un moment, ça peut être un petit peu oppressant. Donc il faut quand même réussir à se dire, tiens, bravo, tu as fait ça, c'est super. Et donc le coach, il a aussi ce rôle-là, de se dire... Et vous êtes très différents dans votre approche du management tous les deux. Qu'est-ce qui vous diffère? Je pense pas qu'on soit très différents, sincèrement. Je pense que Pierre-Étienne, lui, va avoir tendance à vouloir aller assez vite. Beaucoup de volonté d'avancer vite, de mettre beaucoup d'énergie dans les projets et avoir très vite beaucoup d'impact. Et moi, je vais peut-être essayer de plus me poser le plus possible. Voilà. Plus contemplatif. Calmer le jeu. Calmer le jeu. Vous inspirez beaucoup des athlètes de haut niveau, notamment à travers votre podcast Les secrets du mental. Quelles sont les leçons les plus marquantes que vous avez retenues de vos échanges avec ces sportifs? Alors, je pense notamment à Antoine Dupont. Ça fait assez écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'injonction d'être parfait. Antoine Dupont, il a cette injonction d'être parfait. C'est-à-dire que tout le monde attend le maximum de lui. C'est un peu l'extraterrestre, c'est le meilleur joueur du monde, etc. Et quand on est entrepreneur ou manager, on attend un peu l'impossible de chaque personne. Et lui, ce qu'il avait raconté, c'est que les gens attendront toujours mieux de soi, en fait, toujours mieux. Et donc, à un moment, il faut accepter aussi qu'en fait, non, on n'est pas la personne invincible. Et une fois, je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai retenu, c'est accepter d'être imparfait. C'est-à-dire que oui, je vais écouter pourquoi telle personne est frustrée, c'est important d'aller comprendre la source, mais il faut faire le deuil de faire l'unanimité tout le temps. Il y a typiquement tout à l'heure dans l'exemple de la ligne d'écoute psychologique, il y a forcément des gens qui vont se dire non, je trouve qu'il a mal communiqué, je trouve qu'il aurait dû le faire plus en amont, etc. Il faut accepter la critique. Il faut accepter, oui, c'est vrai, voilà, en effet, j'ai mal fait. Ça, pour moi, c'est un point important. Et lui, typiquement, il donnait pour moi un très bon conseil qui était à un moment, pour gérer mon propre stress, je vais voir une psychologue. Et il racontait son expérience personnelle qui était qu'on l'avait obligé à aller voir une psychologue dans le cadre d'un protocole où il s'était fait les ligaments à l'hôpital. Il ne voulait pas y aller. Et maintenant, ça faisait 6 ans qu'il la voyait. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, l'autre exemple qui m'a marqué, c'est avec Guillaume Néry, l'apnéiste, qui est champion du monde. Lui, justement, il raconte toutes ces techniques de cohérence cardiaque sur comment baisser le rythme de la pression. Parce qu'en fait, quand vous allez descendre 100 mètres sous l'eau, il faut réussir à baisser son rythme cardiaque au maximum. Sinon, vous avez le risque de faire une syncope. Et donc, moi j'ai la chance de ne pas faire une syncope si je suis un peu stressé, mais je peux quand même essayer d'utiliser ces méthodes-là. Je pense à ça
en particulier. Et peut-être un dernier exemple qui me vient en tête, c'est Camille Lacour qui raconte que lui, à la fin de ses séances d'entraînement, au lieu de se dire « tiens, j'aurais dû être meilleur là-dessus, là-dessus et là-dessus », il imaginait une besace qu'il avait dans son dos et il se disait « je vais mettre toutes les choses positives dans ma besace. Tiens, j'étais fort là-dessus. » Et il le met dans sa besace. Et en fait… C'est les fameux bravo que vous dit Pierre-Etienne. Exactement. Et qu'il faut mettre dans sa besace, il ne faut Oui. pas oublier. Et il disait que le jour J, le jour de la finale olympique, du final championnat du monde, quand le stress monte, etc., au lieu de se souvenir de tout ce qu'il a mal fait, il se souvient de tout ce qu'il a bien fait. Et donc, il se lance plein de confiance. Et donc, j'essaie de me dire, bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'améliorer. Il ne faut pas non plus oublier tout le chemin parcouru, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous transmettez aussi à vos collaborateurs, à tous les salariés, Ouais. qu'il faut que chacun ait sa petite besace avec ce qu'il a fait de bien. Exactement. En fait, on a développé un outil qu'on a appelé Félix, qu'on a intégré directement à Slack ou Microsoft Teams, et qui va donner des modules de formation sur ces sujets-là de 4 minutes. Et donc là, par exemple, je vais prendre Camille Lacour avec la besace. Et donc, je vous ai le petit module sur Slack, Microsoft Teams qui vous raconte cette histoire. Ce qui vous permet de former mes 70 collaborateurs d'un coup, mais également dans un grand groupe de former 20 000 personnes d'un coup. Donc, c'est comme ça qu'on va disséminer des informations de manière assez ludique, sur un ton positif, versus attention aux risques psychosociaux et à bien gérer son stress, sinon vous allez augmenter vos risques cardiovasculaires, etc. etc. Voilà. Ça, c'est pas très inspirant, les gens n'ont pas envie de le faire. Je vous raconte Camille Lacour. Donc ce podcast, c'est aussi un levier en interne en fait, auprès des collaborateurs. Exactement, ouais. Vous savez ce qu'ils en pensent globalement, ils vous écoutent. Alors, ils me disent qu'ils m'écoutent. Est-ce que c'est le sabotage? On ne sait pas. Voilà, ça, on ne sait pas, mais en tout cas… Et je retiens aussi l'exemple de Maxime Vachier-Lagrave qui évoque l'importance de prendre des pauses, même en pleine compétition. Est-ce que vous en faites des pauses? Des vraies pauses? Oui. Lui, c'est un maître international d'échecs. Il racontait qu'en pleine partie qui peut durer plusieurs heures, ils n'hésitaient pas à aller dormir, carrément dans la salle de pause. Et moi, lui, c'est intéressant, ça veut dire qu'en pleine compétition, aller dormir, aller se reposer, en fait, parfois c'est ça qui fait la différence. Donc moi, j'ai une pause que je ne vais jamais faire sauter, et je suis bien content d'ailleurs d'être en France pour ça, c'est plus facile, c'est ma pause déjeuner. D'accord. Pause déjeuner, c'est vrai que c'est très français. Il y a une guerre nucléaire, quoi que ce soit, je garde ma pause déjeuner à un moment ou à l'ordinateur. Voilà, loin de l'ordinateur. C'est un déjeuner en pleine conscience. C'est un déjeuner le plus possible avec tous les collègues, comme ça aussi on peut échanger de manière informelle. Le fait d'aller dehors aussi, c'est tout bête, même si on ne va pas loin, mais de marcher ne serait-ce que 5 minutes, s'aérer, ça je vais toujours essayer de le faire. Et après, le plus possible, mais c'est plus difficile à tenir, je vais essayer de faire du sport au déjeuner, ou le matin ou le soir. Ça me permet… Faut pas que ça devienne performatif non plus, quoi. Oui, mais alors, d'ailleurs, c'est en l'occurrence parfois un peu performatif. Oui, c'est ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on est entrepreneur, on a quand même… je considère qu'on gère plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et donc, les messages qui vous sont renvoyés sont finalement assez négatifs. Pourtant, il faut continuer à avancer. Quand vous faites une bonne séance de sport et qu'on vous dit « tiens, vous avez été super fort, ça vous renvoie un signal positif. Ça nourrit votre confiance. Donc, il faut aller chercher parfois des signaux de confiance de l'externe par rapport à votre job. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Ça me donne de l'énergie. C'est déjà la fin, mais j'aimerais quand même qu'on termine sur un conseil que vous donneriez aux entrepreneurs, aux managers, débutants ou pas. Aux entrepreneurs, le premier conseil que je donnerais, c'est au-delà de travailler sa propre santé mentale ou comment on se sent, c'est sa relation avec son associé, le rapport aux autres. Nous, ce qu'on a mis en place avec Pierre-Etienne, ce qu'on a appelé des purges, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on se prend 1 heure et on se dit les choses. On a des règles, on est obligé de dire quelque chose de positif et on est obligé de dire quelque chose de négatif. Ok. On est obligé. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas avoir… Ça finit jamais en drame. Voilà, ça finit jamais en drame parce qu'on se dit les choses et en fait on se rend compte que tout le monde est toujours sincère et de bonne foi. mais plus on démine justement, plus c'est en amont. Et moins il y a de choses accumulées. Voilà, des choses accumulées, exactement. Et donc ça, on essaie de le faire de manière très régulière, pour moi c'est très important. C'est le premier conseil que je donne aux entrepreneurs. La purge. La purge. On donne un nom un peu direct parce qu'au moins c'est pour dire, voilà, on n'est pas là pour… C'est clair. Voilà, exactement, on veut être clair. Et peut-être au manager, je reviendrai sur le tout début, sur n'hésitez pas à répéter et répéter jusqu'à ce que vous en ayez marre. Et là, pour moi, c'est le signe
que je suis arrivé à peu près au bon niveau. Le contexte et la purge. Voilà, exactement. Merci beaucoup Guillaume Decvive. Je rappelle que vous êtes cofondateur et co-dirigeant de Mocha.care. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.